Lors de la cérémonie en l'honneur de mon père, ma mère a traversé la pièce et a dit, « Olivia, présente des excuses à ta sœur. » Tout de suite. Tu lui as cassé le bras exprès quand tu avais 10 ans. Tout le monde ici le sait. Vivian n'a même pas fait volte-face. Elle a juste fait un petit signe de tête. Le même signe de tête qu'elle faisait depuis 30 ans. Ma mère a continué, dis-le sincèrement, cette fois. On ne va pas recommencer. J'avais passé 3 décennies à m'excuser dans cette maison. J'ai regardé ma mère, puis ma sœur, et j'ai souri. Très bien, ai-je dit. Je vais le dire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que 3 mois plus tôt, mon père m'avait regardé avec une soudaine lucidité, et m'avait donné 6 mots. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais enfin compris ce que ces mots signifiaient. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais apporté avec moi la cassette du caméscope de ma mère, celle qu'elle avait filmée ce jour-là, et qu'elle n'avait jamais voulu que personne ne voie. Je m'appelle Olivia Hawkins. J'ai 40 ans. Si votre famille vous a déjà obligé à vous excuser pour quelque chose que vous n'avez pas fait, laissez un commentaire et racontez-le-moi. Je lis absolument tout. Abonnez-vous, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, quand j'ai enfin arrêté de demander pardon. Pour comprendre ce qui allait se passer dans cette pièce, il faut remonter 30 ans en arrière. Revenir sur une véranda à l'arrière d'une maison, à Bar Harbor, dans le Maine, lors du dernier après-midi où l'on m'a permis d'avoir 10 ans. Mon grand-père s'appelait Henry Hawkins. L'année de ma naissance, il m'a fabriqué une chaise. Il était charpentier, avec des mains lentes, et il n'élevait jamais la voix. Il a coupé le chêne, dans son atelier derrière le chantier naval, assemblé les pieds avec des queues d'aronde qui ne nécessitaient pas de colle, et gravé mon nom, sur la face inférieure avec un petit ciseau à bois. Pour Olivia, décembre 1985. Il l'a apporté, sur la véranda arrière de notre maison de famille, à Bar Harbor, et l'a posée à côté de la moustiquaire. C'est sur cette chaise que j'ai appris à lire. Certaines chaises ne servent pas seulement à s'asseoir. Il a gravé mon nom en dessous, pour que personne ne se demande jamais à qui elle appartenait. Il ne savait pas que ce serait la question 30 ans plus tard. Cette chaise n'a pas survécu à l'été 1996. D'une certaine manière, moi non plus. L'après-midi où cela s'est produit, ma mère avait installé son caméscope sur un trépied, sur la véranda. Elle le faisait souvent. C'était l'historienne de la famille, et ses archives comptaient des dizaines de petites cassettes noires VHSC, étiquetées de son écriture cursive et bouclée. Anniversaire, matin de Noël, premier jour d'école. Elle avait mis la caméra là, pour filmer ce qu'elle appelait un été ordinaire à Bar Harbor. Le soleil sur les planches, les mouettes, la baie, 2 filles en paix. Elle a appuyé sur enregistrement. Puis, le téléphone a sonné à l'intérieur de la maison. C'était sa décoratrice d'intérieur, qui appelait pour une commande de tissu, et elle est entrée pour répondre. La petite lumière rouge du caméscope a continué à clignoter. Je l'ai remarqué. Vivian l'a remarqué. Aucune de nous deux n'était le genre d'enfant à regarder droit dans un objectif. Vivian avait 7 ans cet été-là. J'en avais 10. Je lisais sur la véranda, dans ma chaise. Vivian tenait une cuillère en bois, qu'elle avait prise dans la cuisine pour une raison que je n'ai jamais apprise. Et elle me regardait lire, avec cette irritation particulière qu'une petite sœur réserve à une grande sœur silencieuse. C'est une chaise stupide, a-t-elle dit. Je n'ai pas levé les yeux. Je savais que la chaise n'était pas stupide. La chaise avait mon nom gravé en dessous. La chaise était la seule chose, dans la maison, qui m'appartenait sans aucune ambiguïté. C'est une chaise stupide, de toute façon. C'était la 2e fois qu'elle le disait. Elle a frappé la latte du dossier, avec la cuillère en bois. Pas très fort, juste assez. L'assemblage, qui avait fait son travail pendant 10 ans, a émis un son qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ensuite, Vivian, parce qu'elle avait 7 ans, et parce qu'elle avait cassé quelque chose qui ne lui appartenait pas, a grimpé sur l'assise de la chaise. Elle s'est tenue en équilibre. Elle lui a fait supporter son poids, pour prouver que la chaise était encore solide. Pour prouver que ce qu'elle avait fait n'avait pas d'importance. La chaise a tenu environ 2 secondes. Puis, l'assemblage a cédé. Elle est tombée sur le côté, sur le plancher. Son bras droit est passé sous elle. L'os s'est brisé,
de la manière dont un os se brise, quand un petit corps heurte un panneau dur avec un mauvais angle. Autrement dit, avec un bruit que je n'ai jamais pu oublier. J'ai couru dans la maison. Ma mère a réparé ça. Elle ne l'a juste pas réparé, comme je le pensais. Quand elle est sortie sur la véranda, ma mère a d'abord vu la chaise. Puis, elle a vu Vivian. Ensuite, elle m'a vu debout, à l'intérieur, près de la porte moustiquaire, la main encore sur le loquet. J'ai observé ses yeux aller dans cet ordre. Chaise, enfant, moi. Je n'ai compris l'ordre que lorsque j'ai eu presque 40 ans. Elle s'est agenouillée à côté de Vivian. Vivian pleurait. Pas les hurlements qui ont suivi plus tard, mais les petits pleurs discrets, d'une enfant de 7 ans en état de choc. Ma mère lui a dit quelque chose, que je n'ai pas pu entendre distinctement. J'ai vu Vivian hocher la tête. Juste un petit signe de tête. Le premier d'une longue série. Puis, ma mère a tourné la tête et m'a regardé. Son visage était un visage que je ne reconnaissais pas. Elle avait pris une décision, pendant le temps qu'il lui a fallu, pour marcher de la cuisine à la véranda. Pourquoi l'as-tu poussé, Olivia? Je n'avais poussé personne. Je l'ai dit. Ma mère ne m'a pas regardé quand je l'ai dit. En moins d'une heure, l'histoire était devenue l'histoire. En moins d'une semaine, elle était devenue la vérité. En moins d'un an, c'était devenu une chose, que ma tante me disait dans le couloir, sois douce, Olivia. Nous savons comment tu peux être. Je ne savais pas encore, que ma mère avait laissé tourner son caméscope. Elle non plus. La première fois que je m'en suis excusé, c'était à Thanksgiving 1996. Vivian avait encore son plâtre. Ma mère était assise en bout de table, dans le fauteuil en velours côtelé vert, qu'elle avait hérité de sa propre mère. Elle a croisé les bras, et a dit, assez lentement pour que tout le monde entende, Olivia, je pense qu'il est temps. J'avais 10 ans, je tenais un petit pain dans une petite assiette, et je me suis levé. J'ai prononcé les phrases que ma mère m'avait fait répéter, pendant 3 mois. Je suis désolé, Vivian. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Je ne te ferai plus jamais de mal. Je t'aime. À mi-chemin, j'ai pleuré. Ma mère a soupiré. Tant que tu ne pourras pas le dire sans pleurer, Olivia, c'est que tu ne le penseras pas vraiment. J'ai appris cette nuit-là, que pleurer faisait durer le moment plus longtemps. À la 3e réunion, j'avais arrêté. J'ai un carnet de notes, dans le tiroir de mon bureau à Portland. J'ai commencé à le tenir en 2010. J'avais alors 25 ans, et j'ai réalisé que si je ne l'écrivais pas quelque part, je commencerais à me demander si c'était réel. Le carnet est petit. Un stylo vert y est accroché. Il y a 28 dates à l'intérieur. Thanksgiving 1996. Pâques 1997. Noël 1997, celui où ma tante Elena a fait une prière sur le pardon, puis s'est tournée pour me regarder. Le 8e anniversaire de Vivian, le 10e de Vivian, où ils ont mangé du gâteau sur la véranda. Et ma mère a dit, entre deux bouchées, pourquoi ne laissons-nous pas Olivia dire son petit mot en premier, avant que nous n'oublions? Au début de ma vingtaine, les mots avaient acquis un rythme. Je suis désolé. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je t'aime, Vivian. Ma mère a cessé de m'écrire le script. Le rythme se chargeait de le faire tout seul. Le dîner de départ à la retraite de Daniel, en 2014, au bar Arbor Inn. Le maître d'hôtel posait la crème brûlée, et ma mère s'est levée avec un verre de Pinot Grigio, l'a tapoté avec un couteau à beurre, et a dit, avant de passer à la suite, je pense que nous devrions laisser Olivia parler. Pour Vivian, pour la famille. 26 personnes. J'ai compté la fête de réussite au barreau de Vivian, en 2015. Le dîner de répétition du mariage de Vivian, en 2018, où le rabbin qui officiait le lendemain, m'a regardé prononcer ses excuses, comme s'il regardait un enfant se faire confirmer. Nous sommes une famille, qui n'enfouit pas les choses, avait l'habitude de dire ma mère. Nous les abordons. À l'âge de 25 ans, je pouvais articuler ces phrases, avant même qu'elle ne les prononce. Il y avait des témoins. Il y avait toujours des témoins. Ma tante Elena hochait la tête solennellement, comme un juge. Mon oncle Laurence regardait par la fenêtre, le temps qu'il faisait à l'extérieur. Ma cousine Madeleine baissait les yeux sur son assiette. Mon père, lui, regardait le sol. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais vu mon père lever les yeux.
Une fois, en 2017, lors d'un dîner de Noël, dont je ne me rappelle plus le repas, Madeleine a posé sa main sur la mienne sous la table. Elle n'a pas serré. Elle l'a juste posée là, pendant le temps d'une des phrases de ma mère, puis l'a retirée. Elle n'a jamais pris la parole. 2 ans plus tard, elle m'a envoyé un texto, qui disait « Je suis désolé, de n'avoir jamais rien dit. J'étais une enfant, à l'époque. Je ne suis plus une enfant maintenant. » Je l'ai lu dans ma classe, à Portland, et j'ai rangé mon téléphone dans mon tiroir. Les alliés silencieux, ne sont pas vraiment des alliés. J'ai dû l'apprendre à mes dépens. Ce n'était pas de la maltraitance, de la façon dont les gens se l'imaginent. Il n'y avait pas de cris. Il n'y avait pas de main sur mon bras, qui serrait trop fort. C'était un paragraphe, prononcé lentement dans une salle à manger chaleureuse. Avec des haricots verts sur la table, avec une bougie allumée, avec ma sœur qui hochait la tête, petite et grave, face à moi. 28 fois. La 29e fois, allait être la dernière. Je ne le savais simplement pas encore. Je n'ai jamais ramené de garçon à la maison, après le lycée. Celui que j'ai amené en première, s'appelait Ethan Wallace. Sa famille venait de déménager, depuis Hartford. Ma mère a servi du pain de viande. En l'espace de 20 minutes, elle lui avait raconté l'histoire de la véranda. Olivia était une enfant au caractère si bien trempé, a-t-elle dit en souriant. Nous devions faire très attention avec elle, lorsqu'elle était près de sa sœur. Elle lui a proposé plus de pain de viande. Son bronco a tourné au ralenti dans notre allée, pendant un long moment avant de s'éloigner. Il n'est pas revenu. Arrivé à l'université, j'avais cessé de ramener qui que ce soit à la maison. À 30 ans, j'avais cessé de me demander pourquoi, j'étais devenu professeur d'histoire au lycée. Je dis la même chose à mes élèves, chaque mois de septembre. Une histoire répétée, n'est pas une histoire prouvée. Qui est dans la pièce, lorsqu'elle est racontée? Qui en tire profit? Qui a le droit d'être en désaccord, sans être qualifié de personne difficile? Il y a un document plastifié, sur le mur de ma classe. Les sources primaires ne mentent pas, les gens si. Je l'ai créé l'année où j'ai commencé à enseigner. J'ai vécu à l'intérieur de cette phrase, pendant 15 ans, avant de comprendre que je disais, aux enfants des autres, ce que personne ne m'avait dit. J'ai failli me marier, une fois. Il s'appelait Mason Holloway. C'était un architecte en structure, originaire de Cap Elizabeth, et il avait une gentillesse tranquille, que j'ai confondue avec la réponse à toute ma vie. Nous sommes allés, au Thanksgiving de 2017 à Bar Harbor. Ma mère a fait son discours. J'ai présenté les excuses. Sur le chemin du retour vers Portland. 3 heures dans l'obscurité. Les lumières au sodium de LI 95 défilant sur le tableau de bord. Mason est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « Pourquoi ne l'as-tu pas corrigé ?» Je n'avais pas de réponse. J'avais passé 21 ans, à ne pas avoir de réponse. 2 mois plus tard, il y a mis fin. La dernière chose qu'il m'a dite, debout dans l'embrasure de ma porte, tenant une petite boîte de ses propres affaires, c'est « Je ne crois pas, que tu saches encore ce dont tu te souviens. » La bague de fiançailles, est toujours dans le tiroir de mon bureau à Portland, dans sa petite boîte en velours. Parfois, quand je cherche des trombones, je la vois. Parfois non. Il a été la première personne, qui a vu ce que cette histoire m'avait fait. Je l'ai perdu pour ça. En 2022, j'ai commencé à voir une thérapeute nommée Cynthia Val. Il m'a fallu, près de 3 ans, pour lui raconter l'histoire de la véranda. Et quand je l'ai fait, elle a posé son stylo et m'a dit quelque chose, à laquelle je pense, tous les jours depuis. Olivia, que te coûterait-il d'arrêter de t'excuser? J'ai pleuré, pour la première fois dans son bureau cet après-midi-là. Pas bruyamment. Juste assez, pour qu'elle me tende un mouchoir, et que nous restions assises toutes les deux en silence. Je n'ai pas arrêté de m'excuser. Pas à ce moment-là. J'ai juste commencé à compter. En décembre 2024, mon père a emménagé dans la chambre du fond, à Bar Harbor. Alzheimer à un stade avancé. Une infirmière en soins palliatifs, nommée Béatrice Doyle, a intégré l'emploi du temps. J'ai commencé à faire le trajet, plus souvent. C'est là que les choses ont changé. Ou peut-être qu'elles n'avaient jamais été figées. J'avais juste appris, à garder les yeux baissés. Vous devez savoir, qui ma sœur est devenue en grandissant.
Vivian Hawkins Beckett, 37 ans, associé en voie de devenir partenaire, chez Hartley et Beckett à Boston. Sa spécialité, sur le site web du cabinet, ce sont les fractures radiales et ulnaires dans des contextes non véhiculaires. Sa biographie se terminait par une phrase que son mari Spencer l'avait aidé à écrire. Vivian Hawkins Beckett sait de première main ce qu'un bras cassé coûte à une famille. Elle a une légère cicatrice blanche sur l'avant-bras droit, là où l'os s'est mal ressoudé. Elle avait l'habitude de remonter sa manche lors des dépositions pour la montrer. La cicatrice est réelle. L'histoire de la façon dont elle est arrivée là ne l'est pas. Mais ça, elle ne le savait pas. Pendant 30 ans, Vivian Hawkins Beckett s'est véritablement souvenue de sa sœur aînée en train de la pousser. Certains mensonges sont enseignés si jeunes qu'ils font pousser des dents. Elle a raconté cette histoire à son propre dîner de répétition de mariage. Ma sœur aînée m'a cassé le bras quand j'avais 7 ans. Les gens me demandent pourquoi je fais ce que je fais. Maintenant, ils le savent. Elle l'a raconté dans un podcast en 2021. J'ai écouté ce podcast une fois. Plus jamais. Ce que j'ai compris lentement, c'est que ma sœur n'était pas une méchante. Vivian, à 7 ans, avait été recueillie par notre mère, dans la demi-heure qui a suivi la chute, et on lui avait donné un souvenir. Du cacao, dans la cuisine. C'est ce qui s'est passé, ma chérie. Écoute-moi. Le lendemain matin, encore. La semaine suivante, à l'école, pour que les professeurs soient au courant. En moins de 6 mois, le souvenir s'était incrusté dans l'os de la même façon que son bras s'était ressoudé. Et, comme son bras, il s'était mal fixé. Je ne lui en voulais pas. Pas entièrement. Je blâmais la femme qui lui avait enseigné. C'est Spencer Beckett qui a finalement dit la chose qu'aucun d'eux ne pouvait reprendre. C'était à Thanksgiving 2022. Mon père venait juste de recevoir son diagnostic, mais il était encore, la plupart du temps, présent. Ma mère avait servi la dinde. Les excuses étaient terminées. Spencer, adossé avec un verre de cabernet, a dit, mi-blagueur, mi-cruel, ne t'inquiète pas, Olivia. Le délai de prescription a expiré il y a des années. En litige, nous appelons cela un cas clos. Ne le rouvre pas, ma mère a ri. Vivian a ri. Mon père a lentement posé sa serviette de table. Puis, il l'a reprise. Ensuite, il l'a posée une seconde fois. Elle a glissé de ses genoux, et est tombée par terre. Je me suis baissé pour la ramasser. Quand je me suis redressé, mon père me regardait droit dans les yeux. Pas la table. Pas ma mère. Moi. Il n'a rien dit. Il a juste regardé, pendant un long moment. Ensuite, son regard s'est dérobé, et il a tendu la main, vers son verre d'eau. Et le moment est passé. Il m'a regardé, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais il ne l'a pas fait. Pas encore. Avant de vous raconter ce que mon père m'a offert, je veux vous demander quelque chose. Quelqu'un dans votre famille vous a-t-il déjà raconté une version de vous-même que vous ne pouviez pas reconnaître, et a ensuite demandé à tout le monde d'y croire? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai pris le temps de les lire. Vous n'êtes pas seul dans cette pièce. C'est l'année où mon père a commencé à oublier les noms. C'est aussi l'année où il a parfois commencé à me regarder droit dans les yeux. À la fin de 2024, mon père ne connaissait pas mon nom la plupart du temps. Il connaissait Béatrice. Il connaissait le plaid bleu que sa propre mère avait tricoté, en 1962, qui reposait sur ses genoux toute l'année, parce que sa régulation thermique ne fonctionnait plus. Il connaissait le goût du yaourt à la fraise, qui était le seul aliment qu'il mangeait encore sans qu'on le lui demande. Le reste n'était que des souvenirs emportés par la marée. Je faisais le trajet, un week-end sur 2. Le voyage de Portland à Bar Harbor dure environ 3 heures. J'entrais par la porte de derrière. Ma mère était dans la cuisine. Faisant généralement rien du tout. Béatrice venait à ma rencontre dans le couloir, et me disait la même chose à chaque fois, il fredonne quand tu t'assois avec lui. Il ne fredonne pas pour tout le monde. Je m'asseyais dans la chaise brune, à côté de son lit. Je lisais à haute voix un livre de poche, Moby Dick, que mon père transportait avec lui depuis 40 ans. La reliure tenait avec du ruban adhésif transparent. Le chapitre sur lequel je revenais le plus souvent, c'était le chapitre 32, Cétologie,
selon chapitre aride où Melville prétend classifier les baleines. Mon père adorait sa patience absurde. Le samedi 21 février 2026, je lisais le passage sur les baleines in folio et les baleines in octavo, quand la main de mon père est sortie de sous la couverture et s'est refermée sur mon poignet. J'ai arrêté de lire. Ses yeux étaient ouverts. Ce n'étaient pas les yeux qui étaient là, depuis 2 ans. C'étaient les siens, comme ils l'étaient quand j'étais enfant. Vérifie le 7e de Vivi, a-t-il dit doucement. Sa voix était rauque à force de ne pas l'utiliser, mais les mots étaient clairs. Olive, vérifie le 7e de Vivi. Je n'ai pas bougé. Vérifie le 7e de Vivi, s'il te plaît. Il l'a dit à 3 reprises. La 3e fois, ses yeux se sont fermés. Sa main s'est relâchée sur mon poignet, et il est parti. De retour à l'intérieur, là où la maladie l'avait emmené. Béatrice était dans l'embrasure de la porte. Elle avait entendu. Elle a traversé la pièce jusqu'à la table de nuit, a pris son carnet et a écrit, avec de l'encre bleue régulière, 14h08. Monsieur H. lucide 90 secondes, a dit, vérifie le 7e de Vivi, à sa fille Olivia 3. Elle a fermé le carnet. Elle m'a regardé. Elle n'a rien dit. Parce qu'il n'y avait rien à dire, que j'ai eu besoin d'entendre. Je suis rentré chez moi ce soir-là en voiture. Avec la voix de mon père résonnant toujours dans l'habitacle. Vérifie le 7e de Vivi. Je pensais qu'il faisait référence à la cassette d'anniversaire. Le week-end suivant, je suis arrivé tôt. J'ai dit à ma mère que je voulais l'aider à trier de vieilles décorations de Noël dans le garage. Elle m'a laissé entrer. Dans la 2e boîte en partant du fond, derrière des ornements cassés, j'ai trouvé une pile de cassettes VHS de mon père, étiquetées en lettres majuscules. Sur la 3e cassette, il était écrit « VVBD 96 Skate World ». Je l'ai emporté à la maison. J'ai acheté un lecteur VHS sur eBay. Quand il est arrivé, j'ai visionné toute la cassette. C'était une fête de patins à roulettes à Skate World à Bar Harbor. En mars 1996, le jour de l'anniversaire réel de ses 7 ans. 41 minutes de fête d'anniversaire d'enfant. Il n'y avait rien sur cette cassette que quelqu'un aurait pu retenir. Je l'ai rembobiné 3 fois, pour en être sûr. Ce n'est qu'à la fin mars, que j'ai compris, qu'il ne m'avait pas dirigé vers la cassette de mon père. Ma mère avait 2 cassettes étiquetées avec le 7e anniversaire de ma sœur. Mon père savait qu'il ne fallait indiquer qu'une seule d'entre elles. Une seule avait été enterrée. Le 2e week-end d'avril, ma mère m'a appelé. Elle voulait savoir si je viendrais l'aider à préparer la cérémonie en l'honneur de la vie de mon père, qu'elle organisait. Elle avait fixé une date, le week-end du Memorial Day. Elle avait engagé un fleuriste. Le pasteur était confirmé. Elle avait besoin d'aide pour fouiller dans les placards à l'étage. Là où elle conservait ses propres archives personnelles, les cassettes qu'elle étiquetait elle-même avec son écriture cursive, parce qu'elle voulait trouver ce qu'elle appelait les « meilleurs moments » pour le montage vidéo qu'elle préparait pour la famille. De toute ma vie, elle n'avait jamais laissé personne toucher au placard à l'étage. Pas moi. Pas Vivian. Pas mon père, quand il était encore mon père. J'ai dit oui. J'y suis arrivé, un samedi matin. Elle a préparé du café. Elle m'a installé, toute seule dans sa chambre, avec un escabeau et une boîte de chiffon à poussière. Le placard comptait 11 étagères, de haut en bas, des cassettes classées par année. Chaque cassette, étiquetée avec son écriture cursive. Le V majuscule de Vivian, le C majuscule de Catherine, écrit de manière si identique au fil de 30 ans, que cela aurait pu être une police de caractère. Sur l'étagère B3, la 2e en partant du bas, dans une boîte en carton qu'elle avait fermée avec du ruban adhésif isolant, j'ai trouvé 11 cassettes non étiquetées. Je les ai prises une par une, et je les ai fait tourner dans ma main. La 3e cassette en partant du haut, portait une étiquette. En cursive. Le 7e anniversaire de Vivian. L'écriture était la sienne. L'étiquette était la sienne. Cette cassette était la seconde. Je suis resté debout, dans la chambre de ma mère, à la tenir pendant un long moment. Depuis la cuisine en bas, je pouvais l'entendre faire chauffer une bouilloire. Elle fredonnait. Je ne l'avais pas entendue fredonner, depuis 10 ans. J'ai mis la cassette dans mon sac à main. Je suis descendu par l'escalier de service, et je lui ai dit que je devais rentrer à Portland pour un truc de l'école. Elle a dit,
sans lever les yeux, bien sûr, ma chérie. Tu dois toujours rentrer. J'ai fait 3 heures de route pour rentrer chez moi, sans m'arrêter. Le lendemain matin, j'ai déposé la cassette dans une boutique à Portland, appelée Atlantic Audiovisual. Un homme du nom de Wendell convertissait de vieilles cassettes de famille pour de vieilles familles. Je lui ai demandé de m'en faire 2 copies, l'une sur une cassette VHS vierge, et l'autre en numérique. Il m'a appelé un mercredi. Je l'ai récupéré après l'école. Je me suis assise au comptoir de ma cuisine à 23 heures ce soir-là, et j'ai appuyé sur lecture. Elle durait 40 minutes. J'ai regardé les 40 minutes entières. J'ai pleuré, vers la minute 23, lorsque j'ai entendu la voix de ma mère de l'intérieur de la maison, appelant à propos d'une commande de tissu. J'ai réalisé que c'était cette même voix, auprès de laquelle je m'excusais, depuis 30 ans. Je l'ai regardée 2 fois de plus. J'ai fait 3 autres sauvegardes. J'en ai mis une sur une clé USB, accrochée à mon porte-clés. J'en ai mis une sur un disque dur externe. J'en ai mis une sur un compte cloud privé. J'avais passé 30 ans, à m'excuser pour quelque chose que je n'avais pas fait. Je me suis donné 2 semaines, pour apprendre à arrêter. Le week-end du Memorial Day. La réunion se déroulerait à Bar Harbor. Moi aussi. Mon père m'avait offert son dernier acte de volonté lucide. Je n'allais pas le gaspiller. J'ai fait le trajet le vendredi matin, 22 mai 2026. Dans le coffre, mon ordinateur portable, le disque dur externe, un enregistrement scellé sur une VHS vierge dans un sac Ziploc, et un petit morceau de papier que j'avais découpé au rasoir sur la cassette originale. L'étiquette en cursive de ma mère, 7e anniversaire de Vivian, jaunie par 30 ans de temps. J'avais tout apporté, sauf des excuses qui soient nouvelles. Au moment où j'ai atteint le pont vers l'île de Mount Desert, j'avais arrêté de répéter ce que j'allais dire. J'avais enfin trouvé ce que j'allais jouer. La maison des Hawkins se trouve dans une rue calme perpendiculaire à Eden Street. Un bardage en bardeaux de cèdre, peint dans un bleu gris doux. Une véranda périphérique à l'avant, qui fait face à la baie de Franchement. Une véranda à l'arrière, donnant sur le jardin, et sur le petit atelier que mon grand-père avait construit, avant sa mort. Ma mère donnait des instructions à une fleuriste, lorsque je suis entré. Des hortensias blancs, du muguet, une petite couronne de romarin pour la porte d'entrée. Pour le souvenir. Elle a expliqué à la fleuriste, comme si elle avait inventé le symbolisme. Elle m'a donné cette étreinte prudente, qu'elle réserve à tous ses enfants devenus adultes. Elle m'a tenu à bout de bras. Tu as l'air mince. As-tu mangé? J'avais mangé. Je le lui ai dit. Je suis passé devant l'endroit sur la véranda avant, où se trouvait autrefois la chaise de mon grand-père. Ma mère l'avait remplacée des années auparavant, par un meuble de chez Pottery Barn. En osier blanc, avec un coussin bleu. Le plancher en bois franc, était le même. Ma mère ne regardait pas cet endroit. Elle ne l'avait pas fait en 30 ans. Elle m'a montré la salle à manger. Elle avait installé le matériel audiovisuel, elle-même. Un téléviseur sur console Magnavox à motif de grain de bois, de 1991. Un écran de 68 cm. 3 câbles RCA, jaune, rouge, blanc, soigneusement enroulés derrière. Son propre caméscope VHS-C, celui avec lequel elle filmait depuis que j'étais bébé, branché et allumé comme source de lecture. Une petite carte manuscrite sur le dessus du caméscope, disait avec son écriture cursive, montage de la famille 2026. Ne pas toucher. J'ai plongé dans les archives, et j'ai sorti les meilleurs moments. Elle a dit, tu verras des choses, que tu n'as pas vues depuis des années. Je lui ai dit que ça avait l'air ravissant. J'ai prononcé le mot ravissant, de la façon dont je le disais, depuis 30 ans. Ma mère avait construit la scène. Je n'avais plus qu'à insérer la bonne cassette. Les premiers à arriver après moi, ont été Madeleine et Tyler Cole. Madeleine a traversé la véranda, et a posé sa main sur mon coude. Elle l'a laissé là, un instant plus long, que ce qui est naturel pour une cousine que l'on voit 2 fois par an. Tante Helena, et oncle Bradford ont suivi. Oncle Lawrence, le frère de ma mère, est arrivé vers 18 h, avec une bouteille de Hudson Manhattan Ri et un « bonjour », plus doux que d'habitude. Vivian et Spencer sont arrivés à 18h40. Vivian portait une robe en lin crème. Spencer tenait un sac Tumi, et un petit bouquet de pivoine pour ma mère. Vivian m'a serré dans ses bras,
de la même façon dont elle m'étreignait depuis 15 ans. Épaule contre épaule. Pas de poitrine. Aucun contact visuel. Maman a dit que tu rendais plus souvent visite à papa, a-t-elle dit. Merci d'avoir pris le relais. J'ai regardé son avant-bras droit. Là où la cicatrice était tout juste visible sous le revers retroussé. Je lui ai répondu, merci d'être venu. De la même manière que je le lui disais depuis 15 ans. Ma sœur ne savait pas encore que ce serait sa dernière réunion familiale, en tant que victime de la fille aînée. Avant le dîner, je suis allé dans le petit salon arrière, pour m'asseoir avec mon père. Il était dans le fauteuil roulant, que Béatrice avait placé près de la fenêtre. Le plaid bleu était posé sur ses genoux. Son alliance en argent flottait sur un doigt devenu plus fin. Il n'a pas levé les yeux lorsque je suis entré. Je me suis assise sur la chaise à côté de lui, et j'ai pris sa main. Il n'a pas réagi. Alors, j'ai commencé à fredonner. L'hymne s'appelait encore Ed in Love. Sa mère le lui chantait, quand il était un jeune garçon, à Brunswick. Il l'avait fredonné à mi-voix toute mon enfance, à l'évier de la cuisine, pendant les longs trajets en voiture, dans l'atelier, quand il pensait que personne n'écoutait. J'ai fredonné 2 mesures. Sa tête s'est tournée. Pas complètement. Juste assez, pour qu'il regarde le côté de mon visage. Il m'a serré la main. 2 secondes. Puis, il l'a relâchée. Béatrice était sur la banquette sous la fenêtre. Il fredonne encore pour toi, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux. Dans l'embrasure de la porte, derrière nous, ma mère se tenait debout. Elle ne l'avait pas entendu fredonner pour qui que ce soit, depuis des mois. Elle venait de l'entendre, fredonner pour moi. Au moment de passer à table, ma mère avait cessé de sourire. Je n'avais pas vu cela, dans cette maison depuis 30 ans. Le dîner n'avait pas encore été servi. Nous étions en train de faire ce que ma mère appelait, l'heure du cocktail, dans le salon. Le pasteur Caleb Whittaker était arrivé pour la bénédiction, et sirotait un soda au bord de la cheminée. Vivian et Spencer se tenaient près du foyer non allumé, discutant d'une affaire à voix basse, avec un ton d'avocat. Madeleine et Tyler étaient sur la causeuse. J'étais au petit bar à roulettes, avec mon oncle Laurence. Ta mère est plus tendue que d'habitude ce soir, a dit Laurence. J'ai regardé à travers la pièce. Ma mère se tenait tout près du pasteur Whittaker, et parlait vite. En 3 minutes, je l'ai vu me jeter un regard, à 4 reprises. Puis, elle a posé son verre de vin sur la cheminée. Le pasteur a posé une main sur son avant-bras. Un geste destiné à la calmer, mais qui ne l'a pas calmée. Elle a marché, droit de la cheminée, jusqu'au milieu de la pièce. La pièce est devenue silencieuse de la même façon que nos pièces devenaient silencieuses, depuis 28 Thanksgiving, 10 Pâques, un dîner de départ à la retraite, et 2 mariages. Elle est devenue silencieuse par instinct. Nous savions tous ce qui allait suivre. Avant même qu'elle ne le dise. Olivia, présente des excuses à ta sœur. Tout de suite. Tu lui as cassé le bras exprès, quand tu avais 10 ans. Tout le monde ici le sait. Vivian tenait un verre de vin. Elle ne s'est pas tournée. Elle n'a pas regardé notre mère. Elle a fait un petit signe de tête automatique. Le même signe de tête. Millimètre par millimètre. Qu'elle faisait depuis qu'elle avait 7 ans. Ma mère a continué, dis-le sincèrement cette fois. On ne va pas recommencer. J'avais passé 3 décennies, à m'excuser dans cette maison. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé ma sœur. J'ai souri. Très bien, ai-je dit. Je vais le dire. La pièce a réagi de manière subtile. La tête de Madeleine s'est tournée brusquement vers moi. Le whisky de Laurence s'est figé en l'air, à 15 cm de sa bouche. La main du pasteur Whittaker est retombée. Spencer a posé son verre sur la cheminée. Seule ma mère et Vivian semblaient impassibles. Ma mère, parce qu'elle s'attendait à la victoire. Vivian, parce qu'elle n'était plus présente. J'ai laissé planer le sourire pendant 1 seconde de plus. Donne-moi juste 1 minute, pour aller chercher quelque chose, que papa m'a demandé de partager. Il l'a choisi lui-même, avant que son état ne s'aggrave. La bouche de ma mère a bougé, avant qu'elle ne parle. Le pasteur Whittaker
qui avait baptisé Vivian et qui l'avait marié, se tenait à 2 mètres de là. Les bras croisés, sur une petite Bible. Ma mère ne pouvait pas refuser le souhait de mon mari mourant, sans paraître cruelle devant le représentant de Dieu. Elle l'a su, à la seconde même, où j'ai prononcé le mot « papa ». Bien sûr, a-t-elle dit. Bien sûr, ma chérie. Ma mère a dit oui, de la façon dont on dit oui, quand on ne sait pas encore qu'on a déjà perdu. J'ai traversé lentement la pièce, en direction du coin, où la télévision Magnavox et le caméscope trônaient sur l'antique bahut. J'ai ressenti chaque pas. J'ai senti Laurence retenir sa respiration. J'ai senti le regard de Madeleine dans mon dos. J'ai ouvert le clapet arrière du caméscope. J'ai sorti la cassette de ma mère. Montage de la famille 2026. Ne pas toucher. Et je l'ai mise de côté. J'ai sorti ma propre cassette de ma poche. Et je l'ai glissée dans la fente. Le mécanisme a ronronné, une seule fois. Ma mère avait traversé la moitié de la pièce derrière moi, sans que je l'entende. Quelle est cette cassette, ma chérie? Je ne lui ai pas répondu. J'avais passé 3 mois à m'entraîner à ne pas lui répondre. J'ai appuyé sur lecture. Pendant la première seconde, l'écran était bleu. Puis, c'était il y a 30 ans. Le Magnavox a vacillé. Le bleu a persisté. Ma mère était maintenant debout. À mi-chemin entre le chariot de bar et le buffet. Elle ne s'est pas approchée davantage. Mon père était dans l'encadrement de la porte, entre le salon et le petit salon arrière. Béatrice l'avait sorti dans son fauteuil roulant, pour ce que ma mère avait décrit plus tôt dans son discours de bienvenue comme « le moment en famille ». Le pasteur Whittaker ne s'était pas rassis. Laurence avait posé son whisky sur un sous-verre, pour la première fois de toute la soirée. Madeleine serrait la main de Tyler sous la table. « Olivia, qu'y a-t-il sur cette cassette, ma chérie ?» La voix de ma mère était basse, contrôlée, pas encore paniquée. Je n'ai pas répondu. Ma mère avait filmé sa vie si soigneusement. Elle avait oublié, l'espace d'un après-midi. Je lui ai donné 3 secondes de plus pour se souvenir. L'image est apparue. Elle était granuleuse. À la façon dont une cassette VHS de 1996 est granuleuse. Avec ce léger flou parasite sur les bords. Les couleurs légèrement altérées. Elle montrait notre véranda arrière. Le plancher. La porte moustiquaire. La baie. D'un bleu ardoise, au loin derrière la rambarde. Au centre du cadre, se tenait une chaise. C'était une chaise en chêne fabriquée à la main. Avec une latte de dossier incurvée. Et des joints à queue d'aronde. Sa forme était si spécifique. Toute personne présente dans la pièce, m'ayant déjà entendu m'excuser de l'avoir cassée, la reconnaissait instantanément. La main d'Elena s'est portée à sa bouche. C'est l'ancienne véranda. Elle l'a dit à voix haute. C'était bien elle. L'angle était bas. À la hauteur d'un trépied. À la hauteur d'un enfant. Le microphone captait le vent, en provenance de la baie Franchement. Depuis la fenêtre ouverte derrière la véranda. On pouvait entendre une voix, parler au téléphone. Oui, l'échantillon. Celui que nous avons commandé. Non. Le crème, pas le blanc os. La voix de ma mère. À 40 ans, avec sa voix de décoratrice d'intérieur. Elle résonnait, à travers le haut-parleur du Magnavox. De la même manière qu'une voix traverse un mur. Ma mère s'est assise. Elle n'avait même pas réalisé qu'elle s'était assise. Puis, 2 enfants sont entrés dans le cadre. Une fillette de 7 ans, vêtue d'une robe d'été verte, avec un chouchou rose, et une cuillère en bois à la main. Derrière elle, une fillette de 10 ans avec un livre sur les genoux, assise sur la chaise. La petite fille regardait droit vers sa propre chaise, sur la véranda. Comme si, elle avait un compte à régler avec elle. C'est une chaise stupide, de toute façon. Vivian, 37 ans, était assise à la table de la salle à manger, 30 ans plus tard. Elle s'écoutait en tant qu'enfant, pour la première fois. Elle a tourné la tête, pour la première fois en 30 ans. Dans cette maison. Dans cette pièce. Elle a tourné la tête. Elle ne l'a pas tournée vers notre mère. Elle l'a tournée vers l'écran.
ma sœur, qui avait déclaré à des jurys qu'elle se souvenait de tout. Elle s'entendait pour la toute première fois. À l'écran. L'enfant de 7 ans a frappé la latte arrière, avec la cuillère en bois. Pas fort. L'assemblage a émis le son qu'il attendait de faire depuis 30 ans. L'enfant de 10 ans a levé les yeux de son livre. Vivian, c'est à moi. La voix était une version plus petite de ma voix. Même 30 ans plus tard, on pouvait entendre que c'était la même personne. Je n'avais pas perdu cette voix avec l'âge. L'enfant de 7 ans est monté sur la chaise. Ça marche encore. Elle s'est tenue en équilibre. La chaise a tenu un instant. Puis, elle a cédé. Le bruit que l'assemblage a fait. Le claquement sec. Le choc étouffé. Le plancher qui l'amortissait. Le même bruit que mon grand-père aurait entendu s'il avait été encore en vie. L'enfant de 7 ans est tombé sur le côté. Son bras est passé sous elle. Son cri a commencé doucement. Pas encore un hurlement. Un petit cri étouffé, privé, sous le choc. La fillette de 10 ans s'est levée d'un bond, la main sur la bouche. Je vais chercher maman. Surtout, ne bouge pas, puis, elle est sortie du champ de la caméra. Puis, elle était à l'intérieur de la maison. Jusqu'à ce point, ma sœur aurait pu se dire qu'elle avait mal mémorisé l'ordre des événements. Les 30 secondes suivantes n'allaient pas lui laisser cette option. La caméra a continué de tourner sur la véranda vide. Juste le plancher, la chaise cassée, et une enfant de 7 ans, pleurant à terre. À l'intérieur de la maison, la voix de ma mère provenant de l'appel téléphonique s'est coupée au milieu d'une phrase. Le premier cri ne s'était pas encore fait entendre. Le premier cri allait être la voix de ma mère, interrompant un appel téléphonique qu'elle avait terminé trop tard. Ma mère, en 1996, est sortie sur la véranda. Elle a franchi la porte moustiquaire, précipitamment, de la façon dont on franchit une porte, après avoir entendu un enfant tomber lourdement. La caméra l'a filmé, de profil. Elle s'est arrêtée. J'ai vu ses yeux reproduire exactement ce qu'ils avaient fait, cet après-midi-là. Chaise. Fille. Porte. Dans cet ordre. Pendant 3 secondes. Quiconque l'aurait regardé, l'aurait vu. Quiconque avait entendu une histoire, pendant 30 ans, allait enfin voir quelle version était vraie. Ma mère avait raconté l'histoire tellement de fois qu'elle avait oublié dans quel ordre elle avait regardé. Elle s'est agenouillée près de Vivian. Puis elle a fait quelque chose que je n'ai jamais vu personne d'autre faire depuis. Elle s'est penchée très près de l'enfant de 7 ans. Son visage était à quelques centimètres de celui de sa fille. Elle n'a pas chuchoté. Catherine Hawkins ne chuchotait pas. Elle n'a même pas baissé la voix. Elle a simplement parlé de près. De la façon dont une mère dit quelque chose d'important de près. Et le microphone cravate, fixé au caméscope, a capté ses paroles avec netteté. Écoute-moi, ma chérie. On va leur dire que c'est ta sœur qui a fait le coup. Sinon, tu as cassé la chaise de grand-père et ton propre bras. On ne peut pas accepter ça. Hoche la tête, si tu comprends. Puis, sur la cassette. Vivian, âgé de 7 ans, a hoché la tête. Un petit signe de tête, prudent. Le même signe de tête. Millimètre par millimètre. Que la Vivian de 37 ans avait fait à ma mère 40 minutes plus tôt. Lorsque ma mère avait dit « Présente tes excuses à ta sœur ». La pièce, dans laquelle je me trouvais en 2026, est restée muette. Pas le moindre bruit, pendant une très longue seconde. Puis, sur la cassette. Vivian. La vraie Vivian. Le corps. Pas l'histoire. A hurlé. La douleur l'avait rattrapé. Ou la compréhension. Ou les deux. Le son est sorti du haut-parleur Magnavox, avec une telle intensité, que Béatrice, dans l'encadrement de la porte du petit salon derrière le fauteuil roulant de mon père, a tressailli. Pendant 30 ans. J'avais pensé que ce premier cri était la douleur de ma sœur. Ça l'était. Mais c'était aussi le son d'une histoire qui naissait. Puis, la cassette a continué de tourner. Car ma mère ne l'avait pas remarqué. Vivian, en 2026.
a finalement tourné son corps, tout entier. Ses yeux étaient rouges. Elle ne regardait pas notre mère. Elle me regardait moi. Comme si, elle venait de réaliser qu'elle ne m'avait jamais connu. C'est ma voix, a-t-elle dit. Dès le premier cri sur la cassette. Ma sœur avait cessé d'hocher la tête. Et la cassette n'était pas terminée. À l'écran. Ma mère en 1996 a ramassé Vivian. Elle l'a porté vers la porte moustiquaire, en direction de la cuisine. La caméra a filmé son dos. Puis la véranda s'est de nouveau retrouvée vide. 1 minute s'est écoulée. Peut-être 90 secondes. Ensuite, ma mère est ressortie. Cette fois, elle a regardé le caméscope. Le changement sur son visage était subtil, mais on pouvait le voir. La prise de conscience. Le calcul. Elle s'est dirigée vers le trépied, à pas rapide. Elle s'est accroupie derrière. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. En direction de la porte moustiquaire. Et puis. Et c'est le moment que j'ai regardé 12 fois, depuis que j'ai trouvé la cassette pour la première fois. Elle a souri. Juste un petit sourire. L'espace d'une seconde. Un sourire, qui n'était pas pour la caméra. Elle ne savait pas que la caméra enregistrait. Le sourire était pour elle-même. Pour sa solution. Pour la façon dont elle s'en était tirée. Puis, elle a tendu la main vers l'interrupteur. L'écran est devenu noir. Puis bleu. Ma mère avait souri à sa propre solution. Elle n'avait pas souri à la caméra. Elle ne savait pas que l'appareil enregistrait. La télévision, dans notre salle à manger, a conservé cet écran bleu pendant un long moment. Le visage de ma mère aussi. Le pasteur Whittaker s'est assis. La main d'Helena est restée sur sa bouche. Bradford ne regardait plus sa femme. Laurence avait posé son whisky pour la 2e fois. Madeleine s'était levée, avait fait un pas, et s'était rassise. Spencer regardait Vivian, puis ma mère. Vivian ne regardait personne. Dans l'encadrement de la porte du petit salon. Mon père, atteint d'un Alzheimer à un stade avancé. Et absent la plupart du temps depuis 2 ans. A pressé le bord de son plaid, une fois. Puis une seconde fois. Puis une 3e. Il comptait. Ma mère a ouvert la bouche 2 fois. Aucun son n'en est sorti. Puis, elle a retrouvé la voix. Les mots sont sortis précipitamment. Comme une ligne de défense, qui n'a pas été répétée à l'avance. Cette cassette. Ce n'est pas Olivia. Tu ne comprends pas le contexte. Ta sœur venait juste de. Sa phrase s'est brisée. Vivian, sans la regarder, a dit calmement. Quel contexte, maman? Ce n'était pas une question. Ma mère a réessayé. Je te protégeais, Vivian. Je vous protégeais toutes les deux, de votre grand-père. Il l'aurait. Vivian l'a coupé. Papy Henrik a fabriqué cette chaise pour Olivia. Il lui a donné à sa naissance. Je le savais. Je le savais, à 7 ans. Le verre de vin de ma mère a vacillé sur sa base. Pas renversé. Vacillé. Sa main s'est étendue vers quelque chose qui n'était pas là. Je suis retourné vers la table de la salle à manger. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai posé ma main sur le dossier de la chaise en velours côtelé vert, en bout de table. La chaise, devant laquelle ma mère m'avait fait tenir debout, pour formuler mes excuses, à 28 reprises. Je l'ai laissée là. Je me suis tourné, et j'ai regardé ma sœur. Je n'ai pas parlé, pendant un long moment. Vivian, ai-je dit d'une voix calme. Je ne suis pas en colère contre toi. Je veux que tu le saches, avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Ma sœur n'a pas hoché la tête. Pour la première fois en 30 ans. Ma sœur n'a pas hoché la tête. Dans l'encadrement de la porte. Depuis son fauteuil roulant. Mon père a tendu la main vers moi. Pas bien loin. Juste tendu, les doigts repliés. J'ai traversé la pièce. Je me suis agenouillé. J'ai pris sa main. Il a serré la mienne, une fois. Il l'a tenue. Olive, a-t-il dit.
Juste un seul mot. Juste un souffle. Mon père avait été lucide pendant 90 secondes, en février. Il m'en avait offert 90 de plus en mai. C'était tout le temps dont nous avions besoin. La cassette était terminée. L'histoire ne l'était pas. La première à parler a été Vivian. Elle s'est levée. Spencer a essayé de poser une main sur son bras. Elle s'en est écartée. Sans méchanceté. Elle a marché vers l'espace vide où ma mère s'était tenue, et s'est arrêtée devant elle. Elle n'a pas pleuré, de la façon dont on pleure dans un film. Ses larmes coulaient silencieusement. Sa voix était une voix de salle d'audience, plate, professionnelle. Maman. J'ai bâti ma carrière autour de ce que tu m'as dit, m'être arrivé. J'ai raconté cette histoire à des jurys. Je l'ai racontée lors de dépositions. Je l'ai racontée aux parents de Spencer. Je l'ai racontée dans un podcast. Elle a fait une pause. Je croyais me souvenir de sa main sur moi. En réalité, c'était de la tienne dont je me souvenais. Puis, elle est retournée à la table. Elle s'est assise. Elle a posé sa main sur son propre avant-bras droit et a lentement pressé ses doigts le long de la cicatrice. À la manière d'une personne lisant du braille, pour un mot qu'elle ne reconnaît pas. Ma sœur était, pour la première fois, l'aînée. Ensuite, ma tante Elena s'est levée. Elle avait 76 ans. Elle était chancelante, sur ses pieds. Bradford a tendu la main, pour l'aider à se rasseoir. Mais, elle a secoué la tête une fois. Elle a regardé ma mère, pas moi. Catherine. Je te l'avais dit. Je te l'ai dit en 1998. Je te l'ai redit, aux funérailles de maman en 2004. Je t'ai dit de réparer ça. Tu as répondu, que la famille n'y survivrait pas. Catherine. La famille n'y a pas survécu. Nous nous sommes juste persuadés, que c'était le cas. Elle s'est assise. Bradford a pris sa main sous la table. Même la complicité de ma tante avait pris forme. Elle avait su. Elle avait choisi la vérité la plus facile, pendant 30 ans. Puis Madeleine s'est levée. Elle m'a regardé. Pas ma mère. Pas Elena. J'avais 10 ans, cet été-là aussi. J'étais dans la cuisine. J'ai entendu ta mère, au téléphone. Et puis, j'ai entendu la chaise. Et puis j'ai entendu Vivian. Je suis sorti, dans le couloir. Tante Kat était agenouillée, près de Vivian, sur la véranda. Je l'ai entendu le dire. J'ai entendu. Exactement, ce qu'elle a dit sur cette cassette. Je suis retourné dans la cuisine. Parce que, j'avais 10 ans. J'en ai parlé à ma mère, ce soir-là. Ma mère m'a dit, que les familles ne se font pas ça entre elles. J'ai eu honte d'avoir 10 ans, pendant 30 ans. Elle m'a regardé longuement. Olivia. Je suis vraiment désolé. Elle s'est assise. Tyler a pris sa main. La main de Madeleine. Cette même main, qui avait effleuré la mienne, sous des tables, pendant 25 ans. Était désormais visible au-dessus de la table. Mon alliée silencieuse, s'était enfin fait entendre. Alors, ma mère a essayé, de réécrire l'histoire. Je l'avais vu faire cela, pendant 30 ans. Une reformulation lente, prudente, et intelligente. Elle s'est tournée vers Laurence. Son frère cadet. Elle a arboré, l'expression qu'elle utilisait, pour ses arguments les plus difficiles. Tu dois comprendre. J'avais 39 ans. J'étais seul avec 2 filles, cet après-midi-là. Ton père, était au chantier naval. Ma propre mère, était malade. J'ai dû prendre une décision, en l'espace de 2 minutes. Elle a laissé sa phrase en suspens, quand elle a vu l'expression sur son visage. Elle a essayé avec le pasteur Whittaker. Pasteur. Vous comprenez la pression, qui pèse sur une mère dans une. Elle s'est arrêtée. Elle a regardé, autour de la pièce. Il n'y avait personne, auprès de qui elle pouvait plaider sa cause. Elle a fini par essayer avec moi. J'ai donné ma vie, à cette famille. Olivia. Ne m'enlève pas ça. Ne t'avise pas, Laurence s'est levée. Il a pris son whisky, sur le sous-verre. Il en a bu la moitié. D'un trait lent. Kat
a-t-il dit doucement. La famille allait toujours survivre. C'est le mensonge qui n'allait pas tenir. Même son frère. Celui qui était resté, en dehors de chaque conflit, à chaque Thanksgiving, n'allait pas rester en dehors de celui-ci. Ensuite, Spencer s'est levé. Il m'a regardé directement, et son visage a traversé 3 émotions que j'ai pu lire. De l'incrédulité. Puis du calcul. Et enfin, une étrange honte d'avocat. Olivia. Je te dois plusieurs excuses. Je vais les écrire. Pas maintenant. Bientôt. Il a fait une pause. La blague de Thanksgiving, sur la prescription. J'aimerais commencer par là. Il a tourné son alliance une fois, et s'est rassis. Cet homme, qui s'était moqué de moi 4 ans plus tôt, était le premier dans la pièce, à dire ce qu'il fallait. La pièce ne s'est pas effondrée. Elle s'est réorganisée. Ce n'était plus la même que 4 minutes auparavant. Elle ne le serait plus jamais. Après un long silence, Vivian s'est levée et m'a demandé si j'accepterais de sortir avec elle sur la véranda arrière. J'ai dit oui. Nous avons traversé la cuisine. Et nous sommes sortis par la porte moustiquaire. La véranda était celle de la cassette. La chaise en osier, à la place où celle d'Olivia s'était trouvée autrefois, était vide. La baie de Franchement était sombre. Vivian s'est assise sur le fauteuil en osier. Je suis resté debout. Les planches étaient encore tièdes de la journée. Depuis combien de temps l'as-tu, a-t-elle demandé. 6 semaines. Papa me l'a dit en février. Je l'ai trouvé en avril. Elle a hoché la tête, lentement. Ce signe de tête était différent. Pas celui qu'elle avait appris. Un vrai. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé en premier? Parce que, je ne savais pas si tu me croirais. Avant de l'avoir entendu. Elle a regardé vers la baie. Sa main était à nouveau sur son avant-bras droit. C'est de bonne guerre. Nous n'avons rien dit pendant un long moment. Puis elle a commencé la liste. Elle l'a énumérée de la même manière qu'elle énumère les choses lors de la préparation d'une déposition. Lentement. Point par point. Avec méthode. J'ai dit que ma sœur m'avait poussé. J'ai dit que je me souvenais de sa main sur mon dos. Je me souviens que maman me l'a raconté plus tard avec un chocolat chaud. Je me souviens que maman me l'a redit le lendemain matin. Je me souviens que maman l'a raconté à l'école la semaine suivante, pour que les professeurs soient au courant. Je ne me souviens pas réellement de la main d'Olivia sur moi. Elle a fait une pause. Je dois prévenir mon cabinet. Je dois déposer une modification à ma biographie publique. Je dois appeler Madame Liman, ma cliente de 2019. Elle a tourné la tête et m'a regardé. Olivia. Je vais passer la prochaine année de ma vie à défaire quelque chose dont j'ignorais l'existence en moi. Elle a levé la main et a compté sur ses doigts. Un pour chaque personne. Chaque doigt représentait quelqu'un à qui elle avait menti. Sans savoir qu'elle mentait. Je l'ai laissé finir de compter. Puis, j'ai prononcé la phrase que j'avais répétée pendant un mois dans ma cuisine à Portland. Je ne vais pas te demander de m'excuser, Vivian. Tu t'es excusé, à l'âge de 7 ans, d'une manière dont tu ignorais te faire le porte-voix. Je veux juste que tu arrêtes de hocher la tête. Elle m'a regardé. Elle n'a pas hoché la tête. D'accord, a-t-elle simplement dit. Ma sœur n'a pas pleuré sur la véranda. Là où elle s'était cassé le bras. Elle avait déjà versé toutes ses larmes à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, Béatrice a conduit mon père sur la véranda, dans son fauteuil roulant. Il n'a pas regardé la baie en premier. Il nous a regardés toutes les deux, lentement. Puis il a tendu la main. Je l'ai prise. Vivian a pris l'autre. Il nous a serré la main, à chacune une fois. Puis, il a tourné la tête vers la baie, et a fredonné. C'était encore Ed in Love. Béatrice, debout derrière lui, m'a dit doucement, il fredonne, pour vous deux ce soir. Mon père avait construit un pont. Nous allions devoir le traverser nous-mêmes.
Si vous écoutez ceci, et que vous avez une sœur, un frère, une mère, un père, à qui l'on a raconté une histoire, à votre sujet, et que vous l'avez portée, parce que c'était plus facile, que de vous battre contre elle. Je veux que vous sachiez. L'histoire n'a pas à perdurer. Simplement parce qu'elle a été racontée, pendant longtemps. Dites-moi dans les commentaires. Pourquoi, vous avez arrêté, de vous excuser. Je vous lirai. À l'intérieur de la maison. Ma mère était priée par son propre frère. De bien vouloir, s'asseoir. Je suis retourné, dans la salle à manger. Helena et Bradford, étaient montés à l'étage. Madeline et Tyler, étaient sur la véranda avant. En train de passer un coup de téléphone. Le pasteur Whittaker, était assis dans la chaise à côté de celle de ma mère. Il lui parlait, très doucement. Je l'ai entendu dire, parfois, Catherine, le travail consiste à réparer les choses, plutôt qu'à les faire paraître bien. Ma mère. Âgée de 69 ans. Épuisée. Prise au piège. A prononcé la phrase la plus honnête que je l'ai entendu dire en 3 décennies. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment réparer ça, après 30 ans. Elle ne me le demandait pas à moi. Elle le disait au pasteur. Je n'étais pas venu pour apprendre à ma mère comment faire. J'étais venu pour une chose bien précise. J'ai traversé la salle à manger, jusqu'à sa chaise. De la poche intérieure de mon blazer. J'ai sorti un petit morceau, de papier jauni. C'était l'étiquette originale. Que j'avais découpé au rasoir sur la cassette. Quand Wendell, chez Atlantic Audiovisual, en avait fait une copie pour moi. L'écriture cursive, était la sienne. Le même V majuscule. Qu'elle avait utilisé sur toutes les cartes de Noël, que j'avais jamais reçues d'elle. Je l'ai posé, sur la table de la salle à manger entre nous. Maman. Tu as écrit ça, il y a 30 ans. Je pense que, tu as mis la mauvaise étiquette. J'ai fait une pause. Je te la rends. Papa aussi. Elle ne l'a pas prise. Elle l'a regardée, de la façon dont une personne regarde une blessure, qu'elle a cessé de prétendre ignorer. Puis j'ai fait l'autre chose, que j'étais venu faire. Je me suis dirigé, vers la chaise en velours côtelé vert. En bout de table. La chaise des excuses. La chaise derrière laquelle, je m'étais tenu 28 fois. Et je l'ai poussée. Pas fort. Juste assez. Je l'ai poussée à travers le sol de la salle à manger. Jusqu'au coin opposé. Et je l'ai tournée, pour qu'elle fasse face au mur. Je ne l'ai pas cassée. Je ne l'ai pas jetée. Je l'ai simplement mise là, comme un enfant qu'on éloigne de la table. Nous n'avons plus besoin de ça, ici. Ma mère a regardé. Elle ne m'a pas arrêté. C'était la première chose qu'elle m'avait laissé faire en 30 ans. Puis ma mère a levé les yeux vers moi. Pas la Catherine narratrice. Pas la femme, qui avait étiqueté 300 cassettes de son écriture cursive. Juste Catherine. 69 ans. Épuisée. Prise au piège. Je ne sais pas, comment être ta mère, sans cette histoire, Olivia. Je l'ai regardée longuement. Alors apprends, maman. Ou ne le fais pas. Dans tous les cas, j'ai fini de m'en excuser. Elle n'a pas répondu. Ses mains étaient ouvertes, sur ses genoux. Les mains, qui avaient étiqueté, chaque cassette de l'histoire de notre famille. Étaient enfin immobiles. C'était la chose, la plus proche d'une excuse, que je n'ai jamais reçue d'elle. Et c'était, en fin de compte, suffisant. Non pas parce que l'excuse était complète. Mais parce que, je n'avais plus besoin, qu'elle le soit. Béatrice a conduit mon père. À l'entrée de la salle à manger. Pour la dernière fois. Il a regardé ma mère. Un regard long, neutre. Sans méchanceté. Puis il m'a regardé. Il a fredonné une fois. Puis sa tête s'est reposée contre l'oreiller, que Béatrice avait calé derrière lui. Et la lucidité avait de nouveau disparu. Peut-être pour de bon. Il est venu pour voir. A dit doucement Béatrice. Il a vu. Le plaid bleu, sur ses genoux. Était du même bleu. Que l'écran vide de la cassette, l'avait été. Mon père, était resté assez longtemps pour être témoin.
Il n'avait aucune obligation de rester plus longtemps. Je n'étais pas venu pour gagner. J'étais venu pour arrêter de perdre. Je l'avais fait. J'ai pris mon sac à main. Le dimanche matin, je suis rentré à Portland. Madeleine est venue avec moi. Elle me l'avait demandé, dans la cuisine à 5 heures du matin. Pendant que je faisais du café. Si elle pouvait faire le trajet avec moi. Et louer une voiture à l'aéroport. J'ai dit oui. Nous n'avons rien dit, pendant la première heure. Le ciel s'est levé gris, et est resté gris. Vers la sortie d'Augusta, Madeleine a finalement pleuré. De la façon dont les femmes adultes pleurent dans une voiture, quand elles se sont retenues pendant 30 ans. Je lui ai tendu un mouchoir, de la boîte à gants. J'aurais dû t'appeler, en 1998, a-t-elle dit. En 2005. En 2019, j'aurais. J'ai secoué la tête. Tu m'as appelé, hier soir, Madeleine. C'est l'appel, dont j'avais besoin. Ma cousine avait été mon alliée silencieuse, pendant 30 ans. Elle ne serait plus silencieuse. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email de ma sœur. Il était long. Structuré, comme un document d'avocat. Direct, dans son contenu. Vivian avait dit à son cabinet, qu'elle avait déposé une modification, à sa biographie. Elle s'était retirée, de l'affaire Liman. Et appelait personnellement Madame Liman, cette semaine-là. Elle l'avait dit, aux parents de Spencer. Elle avait commencé une thérapie, avec un spécialiste des traumatismes à Boston. Elle ne m'a pas demandé, de lui pardonner. Le dernier paragraphe disait ceci, je ne te demande pas, d'être ma sœur pour le moment. Je te demande, de me laisser le devenir. Je l'ai lu au comptoir de la cuisine, à 23 heures. Le même comptoir, où j'avais regardé la cassette en avril. J'ai répondu par 3 mots. D'accord. Essaie. C'était tout ce que j'avais, la force de négocier. Ma mère, n'a pas appelé. Pas la semaine suivante. Pas le mois suivant. Tante Elena a appelé, à 2 reprises. Elle voulait s'assurer que je savais, que Laurence avait souvent rendu visite à ma mère. Et que c'était lui, qui l'empêchait de disparaître, dans sa chambre pendant des jours d'affilée. Spencer a rédigé son email d'excuses formelles, 11 jours après la réunion familiale. 3 paragraphes. Signé, Spencer. Il n'a pas demandé de réponse. Il l'a simplement écrit. Elena a dit au téléphone, ta mère, ne sait pas encore, comment écrire une lettre, qui ne contienne pas d'histoire. Laisse-lui du temps. Ou non. Nous ne te mettrons pas la pression. Le carnet à spirale, avec ses 28 dates, se trouve dans le tiroir de mon bureau. Il est fermé, pour la première fois depuis des années. Je ne l'ai pas ouvert. Je ne pense pas, en avoir besoin. Certaines personnes apprennent à s'excuser. D'autres, ne le font jamais. De toute façon, je ne suis plus, dans le commerce des excuses. Béatrice m'a envoyé un texto, un mercredi, début juin. Monsieur H. a fredonné aujourd'hui quand j'ai mis le disque de Carly Simon. Il ne fredonne plus beaucoup. Je voulais que vous le sachiez. J'ai fait le trajet, ce week-end-là. Je me suis assise près de son lit. J'ai lu à voix haute, le chapitre 32 de Moby Dick. Le coin de la page, était toujours plié, depuis cet après-midi de février où il avait dit, vérifie le 7e de Vivi. Il n'a pas eu d'autres moments lucides, avec moi. Mais parfois, sa main, sortait de sous la couverture, et se posait sur le bord du lit. Et une fois, il a fredonné quelques mesures de Anchored in Love. Mon père, m'avait donné ses dernières 90 secondes de lucidité en février. Et ses dernières 90 secondes de lucidité, en mai. C'était plus, que ce que j'avais jamais demandé à quiconque. C'était amplement suffisant. Il allait mourir, plus tard cet été-là. Je n'ai pas encore appris, à écrire le reste de cette phrase. Le premier lundi après ses funérailles, j'étais à mon bureau de professeur, à Portland. La feuille plastifiée, était toujours au mur. Les sources primaires ne mentent pas, les gens si. J'ai pris un petit morceau de papier. J'y ai écrit, de ma propre écriture, jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Je l'ai scotché, sous le panneau plastifié. Il était légèrement de travers. Je l'ai laissé ainsi. La cloche a sonné. Mes élèves sont entrés.
Très bien, ai-je dit. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont les familles écrivent l'histoire. J'avais écrit ma propre histoire, pour la première fois en 30 ans. J'avais le temps de la réussir. J'avais cessé de m'excuser pour l'après-midi de quelqu'un d'autre. C'était, en fin de compte, la seule justice dont j'avais jamais eu besoin. Il y a une chose particulière à laquelle j'ai pensé ces dernières semaines. Vous n'avez pas besoin d'un monstre pour maintenir un mensonge en vie pendant 30 ans. Vous avez besoin d'une salle remplie de personnes décentes qui cessent de poser des questions. Ma tante Helena a choisi. Mon oncle Laurence a choisi. On a appris à ma cousine Madeleine à choisir à l'âge de 10 ans. Mon père a choisi, jusqu'à ce que, à la toute fin, il choisisse différemment. Vivian à 7 ans, n'a pas choisi. On lui a donné son souvenir, comme on vous donne un cadeau de Noël. Et elle l'a porté, toute sa vie. Parce que personne ne lui avait jamais demandé de le poser. La partie la plus difficile de cette histoire n'est pas le méchant. C'est la salle pleine de gens qui laissent le méchant tenir le micro. Ma mère avait un micro. Elle l'avait, parce que nous n'arrêtions pas de le lui tendre. Je ne porte plus la cassette. L'original se trouve dans un petit coffre-fort ignifuge, dans mon placard à Portland. Les copies numériques sont à 3 endroits différents. La cassette était pour une salle, une nuit de mai. Et cette nuit a eu lieu. Si Vivian demande un jour une copie, elle pourra l'avoir. Elle n'a pas demandé. Peut-être qu'elle ne le fera jamais. C'est son droit. Je n'ai pas apporté la cassette pour détruire ma famille. Je l'ai apportée pour être autorisé à vivre ma propre vie. Ce n'est pas la même chose. J'ai pris mon sac à main et je suis sorti de cette salle à manger. Je n'ai pas posé le sac depuis. Je m'appelle Olivia Hawkins. J'ai 40 ans. Pendant 30 ans, je me suis excusé pour un après-midi que je n'avais pas brisé. La chaise fait face au mur maintenant. La cassette est dans un tiroir. Et mes mains, les mains de ma mère, attentives et cursives, n'ont pas pu l'écrire à ma place. Mes mains le sont enfin.